Bonjour à tous. Je vais vous faire une confidence. J'aime les gens que j'invite devant ce micro. Parce qu'ils ont quelque chose en plus que j'essaye de déterminer et qui les rend différents et attachants. Mon invité ne déroge pas à la règle. Je le côtoie depuis plusieurs années au sein du bureau des administrateurs et je me suis toujours demandé si un jour je devais l'inviter dans ce studio, quelle serait, concernant son violon d'Ingres, la question intime que je pourrais lui poser à propos de sa conduite. Pour vous le présenter, je dirais qu'il est rigoureux, sérieux, persévérant et sensible. Ça, c'est son métier qui l'oblige. Il est polyvalent. Il est à l'écoute de ses clients, avec une grande capacité d'adaptation, nous le verrons, pour son passe-temps. Il aurait pu, dans une autre vie, être comédien. Comédien de théâtre avec sa voix de stentor et un ton qui en impose. Ou alors, acteur de cinéma. Je le verrai très bien parce que c'est un personnage qui ne passe pas inaperçu. Il a de la présence et un physique qui intimide. Enfin, s'il porte la robe, ce n'est pas pour se déguiser ou pour un téléfilm, c'est pour la bonne cause. Gérard Bentata, bonjour. Bonjour Alexandre. Ça va? La présentation était bien, simple. Bien travaillé. Non, mais... Quand je parlais de votre conduite tout à l'heure, je faisais allusion à votre sport de prédilection que nous évoquerons dans la seconde partie de cet entretien. Pour le moment, revenons un petit peu aux sources. Vous êtes né le 25 mars 1949 à Marseille, d'un père démobilisé qui voulait prendre un bateau pour rejoindre sa famille de l'autre côté de la Méditerranée, mais qui ne fera jamais la traversée, parce qu'il a rencontré une Marseillaise. Gérard, vos parents... Est-ce qu'ils vous ont raconté comment ils se sont rencontrés? Oui, alors j'en ai... Sur ce point, j'en ai un bon souvenir, puisque ma mère le racontait souvent. En fait, lorsque mon père, originaire d'Algérie, a été démobilisé, il a été démobilisé en métropole. Bon. Et en attendant de pouvoir réembarquer pour l'Algérie, comme tous les soldats qui avaient été démobilisés à l'époque, il avait établi son quartier général dans un bar de la Joliette qui s'appelait le bar Louis. Bon, bar Louis que les vieux Marseillais connaissent, qui n'existe plus depuis très longtemps, mais que les anciens Marseillais connaissent bien. En face donc de l'entrée du port. Et ce café était tenu par ma grand-mère, donc ma grand-mère maternelle. Bon. Et ma mère donc y travaillait comme serveuse, comme cuisinière, c'était après la guerre, il fallait se débrouiller, d'autant plus que ma grand-mère était veuve avec 2 enfants, quoi. Donc il fallait faire bouillir la marmite, on va dire. Bon. Et les soldats avaient pris l'habitude de se faire écrire en quelque sorte en poste restante dans ce bar. Et mon père, donc, avait fait la même chose, et il avait sa poste restante dans ce bar, et c'est là où il recevait d'ailleurs des quantités de lettres de conquête à lui, qu'il a pu disséminer, notamment pendant toute la campagne d'Italie. Bon. Et c'est ma mère qui lui remettait donc le courrier de ses, entre guillemets, fiancés régulièrement. Et puis c'est comme ça, disons, qu'ils se sont connus. Et puis du coup, c'est pas qu'il n'est plus jamais rentré en Algérie, puisqu'il avait toute sa famille, mais disons qu'il a fait toute sa carrière, il a pas pris le bateau, et il a fait toute sa carrière professionnelle à Marseille. Alors, il y a un point, je crois qu'ils étaient oranais tous les deux. Hein. Non, alors ma mère était marseillaise. Ma mère était marseillaise. C'est la grand-mère qui était oranaise. Voilà, c'est ma grand-mère maternelle qui, elle, était oranaise. Voilà. Et en quelque sorte, mon père a un peu suivi le chemin de ma grand-mère maternelle qui était oranaise et qui a passé sa vie à Marseille, finalement. Les 22 et 23 et 24 janvier 1943 à Marseille, il y a eu une rafle sur le Vieux-Port. Votre mère a réussi à en échapper, puisque vous êtes là, à se cacher. Où est-ce qu'elle s'est cachée? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'elle vous a raconté quelque chose? Alors en fait, au moment de la rafle,
Et d'après les souvenirs que j'en ai, enfin selon ce que m'a dit ma mère, elle était cachée en fait dans l'arrière-pays, enfin dans l'arrière-pays, beaucoup plus loin dans l'arrière-pays. Je crois que c'était dans le Vercors ou enfin dans le Jura, je sais plus exactement où est-ce qu'elle était cachée, parce qu'il faut te dire, Alexandre, que ma mère, lorsqu'elle a connu mon père, est veuve donc d'un premier mariage, puisque son mari avait été déporté. Bon. Et il est mort d'ailleurs à Auschwitz, son mari, voilà, après avoir été déporté. Donc elle s'est retrouvée seule avec un enfant, qui est donc ma demi-sœur, qui était ma sœur aînée, Liliane. Même si Marseille était en zone libre, bon, c'était comme tu l'as remarqué, on n'était pas à l'abri de rafles, on n'était pas à l'abri de graves problèmes. À Marseille, il y en a eu aussi. Voilà, absolument. Donc, elle a pu échapper, elle, donc à la rafle, contrairement d'ailleurs à ma tante, qui était son amie intime, Camille Bentata, que la communauté connaît bien d'ailleurs. Enfin, connaissait bien, puisque maintenant elle est décédée, qui malheureusement, elle, a été raflée et déportée en cette occasion. Elle en est revenue. Et ensuite, elle est revenue à Marseille. Voilà. Dans les années 60, vous avez une dizaine d'années. De nombreuses installations et équipements ont été entrepris durant la décennie sur Marseille. Je citerai l'aménagement de la corniche avec en contrebas la plage du Prophète, ça vous dit quelque chose? Le percement du tunnel du Vieux-Port. Racontez-moi le Marseille de votre enfance. Vous avez 10 ans. Comment c'était Marseille? Le Marseille de mon enfance, c'était... j'en ai un souvenir merveilleux. J'en ai vraiment... je crois que je peux dire que j'ai eu une jeunesse à Marseille extraordinaire, puisque on sortait de l'école, je me rappelle. On allait se baigner du côté du Vieux-Port. Il y avait un endroit qui s'appelait les Pierres Plates. On avait 9 ans, 10 ans, 11 ans, mais il y avait aucune crainte. Les parents nous laissaient aller, nous laissaient venir. On était libres comme l'air. Rarement, non. On allait surtout pour batifoler dans l'eau. Après, à la fin des classes, disons, à la sortie des écoles. Et à part ça, il y avait, bon, tu as parlé de la plage du Prophète, mais le lieu de rendez-vous, disons, peut-être encore plus connu parce que c'est plus ancien que le Prophète, c'est la plage des Catalans. La plage des Catalans, elle est aussi sur la corniche, tout de suite au début. Et c'est là... Il y a la piscine. Oui, c'est mitoyen, la piscine du Cercle des Nageurs, d'ailleurs. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Et c'est là où on se retrouvait, on pouvait donc aller au Catalan. Je sais plus ce que ça coûtait à l'époque. C'était dérisoire, c'était une plage entre guillemets privée, hein, si on peut employer ce terme, avec des vestiaires et équipé d'un volet, voilà. Mais Marseille à l'époque, c'était, moi j'en ai un souvenir, je crois, c'est ce que j'appelle le vrai Marseille, disons, avec les Marseillais et leur accent, la faconde, la sécurité, le bonheur, la joie de vivre. La bonhomie. Oui, voilà. Ouais, qu'est-ce qui a le plus changé? Ce qui a le plus changé, je pense, c'est... l'esprit marseillais. L'esprit marseillais, finalement, l'esprit marseillais, on le retrouve qu'en un seul endroit, je pense, hein, actuellement. Et encore qu'il a beaucoup changé, c'est au stade. Au stade Vélodrome, voilà, il y a une communion, je veux dire, il y a une union entre les spectateurs. Je veux dire, entre les Marseillais. Il n'y a pas de différence entre jeunes, vieux, les jeunes, riches, moins riches. Voilà, absolument. Tout le monde est là pour faire la fête, pour voir son équipe gagner. D'où la passion et les problèmes que ça entraîne d'ailleurs régulièrement pour les dirigeants de cette équipe, hein, puisque bon, à Marseille on exige des résultats et les résultats on le voit actuellement ils sont loin d'avoir été obtenus. Voilà, je pense que cet esprit-là d'union, voilà, et puis avec cette faconde, ces réflexions, ces mots d'humour, bon, si on peut appeler ça de l'humour quelquefois, mais enfin, on le retrouve au stade. Mais à part ça, la ville est devenue extrêmement sale. Faut dire ce qui est. Nous, j'y vais encore régulièrement quand je veux aller au stade.
de temps en temps. Donc, je suis resté abonné d'ailleurs de l'OM pendant très 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 longtemps, et j'étais encore abonné il y a 4-5 ans. C'est-à-dire que tous les 15 jours, je prenais la voiture avec l'un de mes enfants ou avec un ami. Et on allait au stade, donc, tous les 15 jours, lorsque l'OM jouait à domicile. Bon, maintenant, après, depuis 3-4 ans, j'ai arrêté parce que bon, c'était quand même assez difficile la nuit de revenir sur Cannes pour aller travailler le lendemain matin à 8h, être au tribunal, voilà. Donc, mais c'est vrai que cet esprit, on va dire qu'on le retrouve encore au stade. Mais en dehors de ça, la ville est devenue sale, elle n'est pas sécurisée, bon, la population, il faut dire ce qui est, elle a énormément changé. Ça n'a plus rien du Marseille des années 60. Quelle était la profession de vos parents, en fait? Alors, mes parents, voilà, mon père a fait toute sa vie dans le commerce de la viande. Voilà, puisque son père, donc mon grand-père paternel, était boucher à Oran. Tous ses enfants, puisqu'ils sont une famille, ils étaient 4 frères et deux sœurs. Les 4 frères étaient donc bouchers en Algérie, dont mon père. Bon, sauf que lorsque il a été démobilisé, qu'il est resté en France, plutôt que de rentrer, donc il n'est pas rentré en Algérie, mais il s'est associé avec l'un de ses frères qui lui était en Algérie, et il lui a envoyé donc de métropole la viande. Voilà, que mon père faisait abattre dans les abattoirs de métropole. Une question comme ça en passant. Oui. Il savait enlever le nerf sciatique? Ah, il savait. Donc on pouvait bien manger, alors. Absolument. Et il a commencé donc sa vie, toute sa vie, il a été dans le commerce de la viande. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est puisqu'il a travaillé jusqu'à 82 ans, les 30 dernières années de sa vie, par contre, il a fait du cachère, exclusivement du cachère. Et il alimentait les boucheries cachères de Marseille et de sa région, puisque je crois qu'à une époque, il fournissait, me disait-il, plus de 80% de la viande cachère qui se vendait à Marseille. Alors on fait un bond, Gérard Bentata, de 10 ans. Voilà, on est dans les années 70, vous avez 20 ans, vous faites vos études à Aix, cette fois-ci. Comment s'organisait, entre Aix et Marseille, comment s'organisait la vie juive? Alors, la vie juive ou la vie des jeunes? On verra après la vie des jeunes. C'est surtout la vie juive déjà au départ. La vie juive, voilà. Alors il y avait un centre communautaire très très connu à Marseille après Edmond Flegg. Voilà, Edmond Flegg. Voilà, donc c'était le centre de la vie juive pour la Impasse du Dragon. Bravo, voilà. Donc c'était juste derrière la grande synagogue de la rue Breteuil, où j'ai d'ailleurs fait ma bar mitzvah je sais plus, donc en 62, voilà, j'ai fait ma bar mitzvah. Et les mouvements communautaires ont toujours été très très importants à Marseille. Il y avait une communauté, surtout après l'arrivée donc des Pieds Noirs d'Algérie. Donc il y avait une vie communautaire très 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 dense et très poussée. Ouais. Alors maintenant, Gérard, si je vous dis Salvador Adamo, Franck Alamo, Marcel Amont, Paul Anka, Richard Anthony, Hugo Frey, Alain Barrière, Guy Béard, Gilbert Bécaud, Lucky Blondeau, Georges Brassens, Jacques Brel, voilà quelques-uns simplement, mais je pense que vous devez en avoir d'autres dans votre esprit. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Je pourrais en rajouter beaucoup. Ça évoque justement cette période où j'ai vécu à Marseille, voilà, où j'allais danser. Et puis à l'époque, on dansait aussi quand on était plus jeune. Je ne sais pas vers quelles années tu te situes. Dans les années 70, 75. Voilà, dans les années 70, on dansait aussi le dimanche après-midi. Je me souviens très bien, on allait dans des booms, où on allait dans des arrière-salles de café, où des disques, donc des chanteurs, notamment des chanteurs que tu as indiqués, passaient, et on se retrouvait là. Donc le samedi soir, on allait effectivement dans des boîtes de nuit. Il y avait les Beatles qui commençaient à ce moment-là aussi. Et le dimanche, on se réunissait donc souvent, soit dans ces arrière-salles de bars, peu importe, qui organisaient donc en quelque sorte qui s'organisaient en dancing. Soit on se retrouvait au bar Pierre. Le bar Pierre, c'est un bar en face à la préfecture.
oui. de Marseille, où on se retrouvait devant un bar tabac dont j'ai oublié le nom, qui était sur le Vieux-Port. Et là, on attendait... La Samaritaine. Non, c'est pas ce nom. Ça me reviendra peut-être plus tard. Et là, on était très, très, très nombreux, par dizaines. On attendait d'apprendre, par une information plus ou moins exacte, qu'une boum avait lieu à tel et tel endroit. Et on se présentait, donc dès qu'on avait une adresse, on se présentait dans cet endroit sans avoir été invité. Voilà. Et franchement, ça s'est toujours très très bien passé. Et c'était ça. C'était le samedi après-midi et le dimanche après-midi. On était soit au bar Pierre, soit dans ce bar tabac là, dont je te parle, sur le Vieux-Port. Et on attendait une information. Et dès qu'on savait qu'on disait il y a une boum à tel endroit, on cavalait tous à cet endroit pour y assister. À Paris, il y avait la même chose. C'était Place de République et c'était la toile d'avion. C'était le rendez-vous de tous les Juifs qui venaient là. Voilà. Le samedi soir et le dimanche. Voilà. Et moi d'ailleurs, pour les booms aussi. J'ai eu le revers en quelque sorte j'ai été puni par là où j'ai péché, puisque je me suis invité dans de très très nombreux endroits en quelque sorte d'autorité, mais un jour mes parents s'absentaient, avaient pris une semaine de congé, et moi je trouvais que c'était du pain béni, si j'ose dire, pour moi, qu'ils partent en me laissant l'appartement. On avait un très grand appartement au Paradis à Marseille. Fidélité. Voilà. Et lorsqu'ils m'ont demandé si je voulais partir en vacances avec eux, et avec ma plus jeune sœur, je leur ai dit non, que je ne sais plus quel prétexte j'avais trouvé, certainement réviser un examen ou un contrôle, un truc monté de toutes pièces, quoi, une excuse montée de toutes pièces. Et j'en ai profité, donc pendant qu'ils n'étaient pas là, pour organiser chez moi une boum qui a duré 3 jours, enfin qui devait durer 3 jours, puisque mes parents partaient une petite semaine, donc du moment où ils partaient et en se gardant une marge de sécurité, c'était 3 jours, jour et nuit. Bon, sauf que ça s'est su, évidemment, tout le monde... Et les parents sont venus. Non, c'est pas ça, non, les parents étaient loin, ils étaient très loin, mais les gens sont venus par centaines. Et donc, je me rappelle... C'est pire que les réseaux sociaux. Pourtant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Pire que les réseaux sociaux. Et je me rappelle, on habitait au 2e étage et il y avait la queue de gens qui voulaient rentrer donc jusque dans la rue. Je veux dire, les 2 étages étaient remplis de jeunes qui patientaient, qui commençaient à faire du bruit, à tel point que les voisins ont appelé la police parce qu'il y avait trop de raffus dans l'immeuble. On a tous, enfin j'étais avec mes cousins, on a tous été embarqués au poste de police, pour déposition. Pendant ce temps, l'appartement est resté seul. Bon, entre guillemets, les prétendus invités s'en sont donnés à cœur joie du point de vue dégâts et du point de vue vol, je veux dire, puisque l'appartement avait été laissé à l'abandon pendant qu'on avait été ramassé et envoyé en quelque sorte au commissariat. Voilà. Et quand mes parents sont rentrés, bien sûr, ils ont eu la surprise. La très très mauvaise surprise. Bon, ça s'est bien passé quand même. Oui. Voilà. Gérard Benthater, je le disais tout à l'heure, vous avez commencé vos études à Aix et vous les avez terminées donc à Nice. En 1975, vous obtenez le CAPA, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, et vous passez l'examen du barreau, ce qui vous permet depuis d'exercer. Quand on a prêté serment, que l'on enfile la robe pour la première fois pour plaider, quels sont les sentiments qui vous animent et à qui vous avez pensé à ce moment-là? Vos parents, peut-être? Oui, on pense exactement, on pense à ses proches, je veux dire, à ses proches. Les parents étaient fiers. Les parents. Le père était fier. Le père était, surtout cette génération, disons, qui n'a pas pu faire d'études, même si c'est une génération de gros travailleurs. Mais bon, cette génération qui n'a pas pu faire d'études voyait en quelque sorte... l'aboutissement à travers les enfants des études qu'ils n'ont pas pu faire, quoi. Voilà. Bon,
Et c'est vrai que bon, mon père était animé d'un grand sentiment de fierté, ma mère peut-être encore plus. Et d'ailleurs, toute la famille avait assisté à ma prestation de serment. Au-delà, je veux dire, de mes parents, mais mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines étaient venus à Aix-en-Provence, puisque c'est là qu'on prête serment lorsqu'on a obtenu le CAPAC, quelques semaines ou quelques mois après. On va prêter serment devant la cour d'appel, devant le premier président de la cour d'appel, devant l'avocat général, etc. Voilà. Et bon, en général, les parents viennent, hein, évidemment les proches, quoi. Et même moi, toute ma famille, on va dire, toute la famille était là. Donc c'est un sentiment effectivement de fierté, mais de fierté, comment dire, de satisfaction par rapport à ses propres parents, quoi. Voilà. Hein, en disant bon, on est content d'avoir pu d'avoir un fils qui a réussi. Oui, enfin, à leurs yeux, en tout cas, c'était ça. Voilà, à leurs yeux, c'était avoir un fils. Bon, on le sait bien, hein. Y a beaucoup de blagues juives qui courent là-dessus. Hein. Mon fils est avocat, ou il est médecin, ou il est voilà. Bon, on sait bien. Et voilà. après, il faut choisir confection pour homme ou confection pour femme. Voilà, exactement. Gérard, vous avez créé votre propre cabinet en 1981. Votre devise, et je la lis: proposer à Cannes et sa région une réelle structure spécialisée en droit des personnes et de leur patrimoine, ainsi qu'en droit commercial, de façon à accompagner les divers acteurs économiques de la région. Ouf, en français, ça veut dire quoi? Une traduction. En traduction très rapide, c'est-à-dire s'occuper au mieux des intérêts soit patrimoniaux, soit civils, soit familiaux, disons de nos clients, en leur offrant une certaine compétence, on va dire, sans faire preuve de fausse modestie, mais enfin ça fait 45 ans que j'ai ouvert, que je professe, hein. Donc je veux dire, on a une certaine quand même compétence. Cette compétence, elle s'est en quelque sorte actualisée grâce aussi à la présence de l'un de mes fils, Grégory, donc qui travaille avec moi maintenant depuis 4 ans. Donc on leur offre compétence, rigueur et je pense passion. Voilà. Passion. C'est un petit peu la manière dont je vous ai décrit tout à l'heure. Peut-être, oui. De tout temps, et c'est la deuxième partie maintenant de cette émission, vous avez aimé les belles voitures. Lesquelles vous avez fantasmé finalement? Lesquelles vous avez aimé? Lesquelles vous avez conduites? En fait, Alexandre, lesquelles vous avez achetées? Voilà, il y a beaucoup de questions dans la question. En fait, Alexandre, je suis amoureux de toutes les voitures. Je veux dire, de la plus modeste à la plus belle. Je veux dire, je suis un passionné par tout ce qui se conduit. Et même au-delà, je veux dire, des voitures, j'avoue que l'un de mes rêves est de conduire un bus. Voilà, j'aimerais un jour avoir l'occasion de conduire. Voilà, par rapport à ce que je pratique habituellement, ça n'a rien à voir. Mais bon, voilà, une pelle mécanique. J'ai conduit des pelles mécaniques. Je suis passionné par tout ce qui se conduit. Voilà. Donc les voitures, encore une fois, de la plus modeste à la plus belle, j'adore. D'ailleurs, lorsqu'il m'arrive de me déplacer, de louer une voiture, j'essaie toujours de prendre une voiture que je connais pas, de façon à justement l'essayer et pouvoir me faire une opinion sur l'auto en question, quoi. Voilà. Alors les voitures que j'ai possédées, j'ai commencé par une Peugeot 204, je crois. Oui, c'est 203 ça. Non, 203, non, 204. 204, oui, voilà, 204, qui était la voiture de ma mère, d'ailleurs, qui, en quelque sorte, je me la suis accaparée. Je l'ai tout de suite fait transformer par un préparateur qui m'a ajouté quelques chevaux, qui a trafiqué un peu le moteur de façon à ce qu'elle soit un peu plus puissante. Après, je suis passé de mémoire, j'ai eu quelques Mini, des Mini Cooper. J'ai eu une BMW 2002. Je sais pas si ça te parle. Oui. Voilà, une BMW 2002. Et la calandre était assez spéciale. Oui, voilà, oui. Après, j'ai eu quoi? Oui, j'ai eu
une Porsche 924. C'est une fausse Porsche, en fait. C'était une Porsche avec un moteur Volkswagen, voilà, un 4 cylindres, mais qui avait une ligne fantastique. C'est une très très belle auto. Je me rappelle, de couleur rouge Ferrari. Elle était superbe, avec le toit ouvrant. Après, j'ai beaucoup aimé à une certaine époque, et j'aime encore, les voitures anglaises. Voilà, Triumph. Les voitures anglaises. Triumph, Vauxhall. Non, surtout les Jaguars. Voilà, à cause du cuir, le bois. Martin. Ah bon, Aston Martin, c'est encore autre chose. Si tu veux, on pourra en parler après d'Aston Martin. Bon, James Bond. Voilà, lorsqu'on se range des voitures, on peut prendre une Aston Martin, tu vois, parce que c'est souvent source de problèmes. Donc il faut pas en avoir un usage trop important, disons, d'une Aston Martin, voilà. Et puis c'est très onéreux. Qui pouvait le conduire. C'est très onéreux aussi comme entretien. Donc bon, mais c'est vrai que Ferrari, ça fait rêver. Ferrari, ça fait rêver parce que c'est un autre monde. Voilà, c'est un autre monde. J'ai eu l'occasion d'en conduire. Je sais que je mettrai jamais le doigt là-dedans parce que c'est encore une fois, c'est les concepteurs et les ingénieurs de chez Ferrari. Ce sont pas des ingénieurs. À mes yeux, ce sont des magiciens. Je veux dire, ils arrivent à faire des choses fantastiques. Je veux dire, c'est une marque à part, Ferrari. Alors, on a vu toutes ces marques de voitures. Qu'est-ce que ça évoque dans votre imagination? Des images, des sons, des odeurs? Ben disons que ça évoque plein de choses parce que, comme je te l'ai dit, bon, moi j'ai toujours adoré les voitures. Quand j'avais 18, 19, 20 ans, j'allais voir passer les rallyes dans la région marseillaise. Il y avait le rallye Provence, ce que je sais, le rallye Pétrole, le rallye Monte-Carlo. On venait jusqu'ici dans l'arrière-pays niçois. À l'époque, j'habitais Marseille. On était frigorifié la nuit et on tapait du pied pour essayer de se réchauffer et juste pour voir passer les voitures où est-ce que vous étiez dans les virages? Oui, on les voir déraper. Oui, exactement, aux endroits les plus les plus sensibles, caractéristiques. Voilà. Donc voilà, il y a cette odeur, il y a une ambiance, il y a une passion, quoi. Et puis un jour, à 60 ans, à force de les admirer, des tribunes, derrière les barrières, vous avez eu envie de les piloter. Comment s'est opérée cette mutation où l'on passe de spectateur assidu en pilote de course sur circuit? Comment ça se passe? Restons modestes quand même, pilote de course sur circuit. Pilote sur circuit, oui. J'ai vu des photos, vous êtes avec la combinaison, le casque et tout. Hein. Oui, alors, disons que à l'aube de mes 60 ans, un peu poussé par mes deux garçons, donc David l'aîné et Grégory le cadet, surtout peut-être David d'ailleurs. J'ai commencé à m'intéresser, alors que jusque-là j'étais Jaguar, mais c'était des berlines. C'est pas vraiment des voitures de sport, c'était des berlines. Bon, je commençais à m'intéresser à Porsche, voilà. Parce que j'ai dit si quand même 60 ans, j'ai eu une BMW, je voudrais essayer une Porsche. Bon, et j'ai acheté une Porsche à un ami d'ailleurs, une Porsche que j'ai toujours, même si entre-temps j'en ai eu plusieurs que j'ai revendues, mais ça c'est la première. Et comme je dis des fois, si je pouvais, j'aimerais être enterré avec, quoi. Bon, je sais bien. La première on la garde. Ça va, voilà, la première on la garde, voilà, absolument. Mes enfants, ils en font ce qu'ils veulent. Après moi, mais moi, c'est une voiture que je ne vendrai jamais, mais j'en ai vendu d'autres entre-temps. Donc, il se trouve que j'ai cette voiture depuis quelques jours. Lorsque, au palais de justice à Grasse, je rencontre l'un de mes confrères, Thierry, qui avait lui un Boxster. C'est une Porsche décapotable. Voilà, bon. C'est une deux places. Deux places, voilà, absolument. Voilà, c'est pas. Voilà, moi j'avais acheté une 911, lui c'était le modèle Boxster. Voilà. 911, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de place à l'arrière. Voilà, mais il faut être plié en 4 et sur le côté. Disons que la 911, c'est le modèle le plus emblématique de chez Porsche. Quoi, voilà. On a fêté les 70 ans de la 911. On met un béquet ou alors sinon voilà. l'arrière tombe comme ça. C'est ça.
Et je lui dis, tiens Thierry, j'ai acheté, je sais pas, ça faisait pas 8 jours, une 911, ah bon, alors on commence à parler voiture. Il me dit, écoute, tu devrais, il y a une réunion là au Castellet, le circuit Paul Ricard, donc dans le Var, de porchistes, tu devrais y aller, tu vas voir, on rencontre plein de gens sympas, et puis le circuit, tu vas voir, c'est très plaisant de conduire sur un circuit. Je dis, mais en fait Thierry, attends, on a la voiture depuis 4 jours ou 5 jours, bon, à part aller la chercher chez l'ami qui me l'a vendue, l'amener au garage, et puis avoir été chercher les enfants à droite. Il fallait pas la rayer. Hein. Voilà, surtout, je dis, qu'est-ce que je vais aller faire sur le Castellet? Bon, surtout que j'avais assisté à des grands prix au Castellet, pour moi ça me semblait vraiment insurmontable. Bon, il m'a dit, écoute, j'ai le bulletin d'inscription à mon cabinet, quand j'arrive, je te le faxe, tu en fais ce que tu veux, bon. Et donc, quelques heures après, j'ai reçu ce bulletin d'inscription, j'en ai parlé à mon fils David, et on s'est dit, non, quand même, bon, on va pas aller, qu'est-ce qu'on va aller faire, on va être ridicule au Castellet. Mais malgré tout, les heures passant, les journées, la date de la réunion au Castellet s'approchant, j'ai dit après tout, bon, j'ai 60 ans, hein, j'ai plus de complexe à avoir. J'ai dit on va y aller. Donc je dis à mon fils David, écoute, je m'inscris, j'envoie le bulletin, voilà. Et nous voilà que 3 ou 4 jours plus tard, alors que encore une fois on avait acheté la Porsche, il y avait à peine quelques jours, nous voilà au Castellet. Bon, alors je pense que là on a quand même eu un peu l'intelligence de prendre quelques cours de pilotage quand même avant de se lancer, disons, sur la piste. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le Castellet est à mes yeux un des plus beaux circuits, disons. Bon, je suis loin d'avoir fait tous les circuits d'Europe et encore moins du monde, mais c'est un circuit en tout cas extrêmement sécurisé. Voilà, dans lequel on se sent en sécurité. Pourquoi? Parce que il y a tout, je veux dire, sur les 5 km 8 du circuit, aussi bien dans les lignes droites que dans les virages, il y a des aires de dégagement. Donc s'il t'arrive de sortir, parce que ça nous arrive à tous, de sortir de la piste, tu pars dans des aires de dégagement. Donc il y a des gravillons. Voilà, exactement. Il n'y a même pas des gravillons. Il y a, comment dire, trois revêtements successifs différents. Le premier, si tu veux, revêtement, il te freine la voiture. Le deuxième revêtement, il est encore plus rugueux, il freine encore plus la voiture. Et le troisième, il est tellement rugueux, c'est qu'il t'arrache les pneus, mais tu t'arrêtes, tu vois, tu n'as plus de pneus, voilà. Donc, c'est un circuit que j'aime beaucoup parce que justement, d'abord, il est très rapide et j'aime la vitesse, bien sûr. Bon, autrement, je pratiquerai pas ce sport. Et surtout, encore une fois, on se sent en sécurité. J'ai roulé des dizaines de fois au Castellet. Je n'ai pas, à ma connaissance, bon, pas moi, mais je connais des gens qui ont abîmé des voitures, mais personne ne s'est jamais fait mal au Castellet. Pourtant, j'ai dû rouler des dizaines de fois. Gérard Bentattin, nous arrivons à la fin de l'entretien. J'ai encore 2 petites questions. La première, qu'est-ce que vous retenez de votre parcours ? Pas le parcours du Castellet, hein, oui. Votre parcours de vie. Hein. Je pense que j'ai fait partie d'une génération privilégiée, voilà, très privilégiée, surtout maintenant avec le recul de l'âge par rapport à ce que je vois aujourd'hui. Je veux dire, bon, on n'a pas eu de guerre. Je veux dire, nous, bon, je suis né en 49, on n'a pas connu la guerre, contrairement à nos parents, je veux dire, et à d'autres générations avant eux. Bon. Donc, on n'a pas connu la guerre, on a connu la libération sexuelle, dire ce qui est quand même à notre époque. Bon, on n'a pas connu le sida. On n'a pas connu le chômage. J'allais y venir. On n'a pas connu le chômage parce que c'était les 30 glorieuses, hein, comme on les appelle. Donc je pense qu'on a été une génération, et je fais partie de cette génération privilégiée. Bon, alors peut-être que les jeunes ne s'en rendent pas compte aujourd'hui, parce qu'ils vivent effectivement dans leur monde, et quand on leur parle
de notre époque, on passe pour de vieux ringards, de vieux croulants, mais je n'échangerai pas, mais alors, une journée que j'ai vécue dans ma jeunesse contre un mois aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui. Quel conseil avez-vous essayé de transmettre à votre fils ? Mes enfants, que ce soit David qui est opticien ou Grégory qui travaille avec moi, c'est la rigueur. Voilà. La rigueur dans leur métier déjà. Voilà. Être rigoureux, avoir le sens de la précision, au point presque d'en devenir un peu méticuleux. Voilà. Et être dans nos métiers respectifs, et bien sûr, au service de l'autre. Voilà. Merci Gérard Bentata. Merci de nous avoir fait partager tout au long de cette émission 2 passions, le barreau et le volant. Merci Gérard. Merci à toi Alexandre. Et à la prochaine fois. Volontiers.